Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Le temps est venu de vous faire les traditionnels vœux, mais avant tout, vous avez vu la couverture du The Economist pour les Trends 2017. Elle est assez pas mal, je vous laisse la revoir en détail. Alors je n'y connais rien en tarot, mais intéressant, intéressant. Tout ça pour dire, voilà, 2016. Vous vous souvenez des vœux de l'année dernière où j'avais commencé à prévoir l'élection de Trump. Mais enfin, très fort heureusement, les risques de guerre et de conflagration entre l'OTAN, les États-Unis et la Russie ont été fortement réduits justement grâce à cette élection. Et fort heureusement, Trump est toujours vivant. Alors nous verrons en 2017 ce qu'il en est réellement de la politique des États-Unis, en quoi elle sera changée ou pas. D'ailleurs, si vous tenez jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai un petit cadeau pour vous. Vous allez voir une petite surprise de fin d'année et peut-être de revoir. Voilà, donc 2016, c'est une année qui a vu pas mal de rebondissements en Syrie. On est en train de voir en cette fin 2016 la victoire enfin des troupes loyalistes euh, de la République arabe syrienne et alliés de la Russie, de la Chine et avec de l'aide de nombreux autres pays contre les forces armées islamisto euh, folles. En fait, on ne devrait même pas utiliser le terme islamiste, État islamiste. C'est une création, bien sûr, de l'OTAN, des États-Unis et d'autres puissances euh, qui, enfin, ont pu être chassés de la deuxième plus grande ville de Syrie, Alep. Donc, je m'en réjouis et nous espérons qu'ils seront tous, ces terroristes seront tous exterminés, qu'aucun ne reviendra en Europe, déjà qu'il y en a beaucoup. Alors ça a été un beau rebondissement. Nous avons vu également le Brexit. Nous verrons s'il y aura des conséquences réelles de ce choix démocratique de la population du Royaume-Uni. Nous avons vu également finalement le non italien, le non à la confiance que a le peuple italien envers son gouvernement. Donc très très intéressant de voir que deux grands pays européens sont en train de se, entre guillemets, révolter au système malgré tous les médias qui sont évidemment inféodés évidemment au pouvoir de l'argent globaliste et qui représentent de plus en plus ce système. Donc on se rend compte que les gens ne croient plus aux médias, plus personne ne croit dans les médias mainstream, dans aucun pays. J'en sais quelque chose maintenant d'ailleurs, personnellement, mais le monde est en train de changer. Et donc il faut être très attentif à ce que lorsque les choses vacillent, les pouvoirs en place, quels qu'ils soient, et on peut avoir plusieurs théories sur qui ils sont et ce qu'ils représentent, eh bien, est-ce qu'ils acceptent parce qu'ils ont prévu le coup, le changement, ou est-ce qu'ils vont tenir et éventuellement provoquer du chaos organisé pour essayer de maintenir leur pouvoir, quitte à essuyer des pertes. Nous ne le savons pas. Alors c'est très difficile d'imaginer comment va être 2017, puisque justement, il y a tellement de facteurs en jeu qui rendent l'avenir extrêmement ouvert. Alors, précisons, ouvert à court terme. Parce qu'à long terme, mes amis, je crois que les carottes sont cuites. On voit très bien que les mécanismes d'effondrement, quand bien même ils ont pu être arrêtés par la création monétaire aux États-Unis, en Europe, au Japon notamment, quand bien même on voit des tentatives désespérées d'États de récupérer l'argent de la population. On l'a vu à Chypre il y a quelques années. On voit que c'est en train de se préparer partout en Europe. On l'a vu récemment en Inde, d'une manière assez subtile, mais enfin qui est clairement faite pour récupérer l'argent de la population. À court terme, enfin, si à court terme, on peut peut-être avoir une année 2017 où on va tenir le coup, encore que personnellement, je crois qu'on va avoir un crash euh, peut-être vers le milieu de l'année, un crash en bourse global. Mais tant que la planche à billets tourne, après tout, ça peut être un crash temporaire, remonter. Donc on est dans une... En fait, toute notre économie est une fraude. Lisez la préface que j'ai écrite pour le livre de Kunstler, Too Much Magic. Je vous explique en quoi tout notre monde est devenu une immense fraude, un immense jeu de cavalerie
un immense Ponzi scheme, comme on dit en anglais. Et en fait, we're fucked, on est complètement, on va se faire piner. C'est-à-dire que le monde globalisé est en train, clairement, pour moi, la mécanique d'effondrement, elle est claire, elle est visible partout. Simplement, les rustines tiennent. Peut-être qu'on va réduire la vitesse ou accélérer la vitesse avec moins d'impact grâce à justement un changement éventuel des États-Unis. On a clairement une volonté de la Russie de tendre la main à ses partenaires économiques et politiques à travers le monde. On a des forces. Alors moi, je n'aime pas utiliser le bien et le mal parce que je ne crois pas dans ces concepts-là tels que les gens le comprennent, mais on a aujourd'hui des forces qui sont en conflit à l'intérieur des grandes puissances, entre grandes puissances, entre groupes d'influence au sein des puissances. Et c'est très compliqué d'avoir un pronostic sur le court et moyen terme. À long terme, pour moi, les mécanismes sont clairs. Le système est en train de s'effondrer. Les énergies ne sont plus suffisantes. On voit de plus en plus, et tous les gens que je connais dans le monde de l'énergie, du pétrole notamment, me donnent des signaux que voilà, on arrive vraiment à une phase dans les 18-24 mois extrêmement, c'est ce que j'avais un petit peu calculé dans mon premier livre. Voilà, autour de 2020, ça va commencer à vraiment, vraiment être très très chaud au niveau des énergies. Et voilà, nous sommes en train d'arriver en 2007, nous nous y approchons. Les vagues migratoires dont j'ai déjà parlé vont, à mon avis, continuer, voire s'accélérer. Donc les tensions sociales et donc politiques vont être de plus en plus grandes. Attendez-vous à voir la montée des populismes encore plus fort en ces prochaines années. On verra bien en 2007, il y a des élections en France, c'est pas le seul pays qui va avoir des élections, mais enfin, on verra bien comment cela peut bouger. Attendez-vous à de la tension, des stratégies de la tension, peut-être des attentats terroristes. Aujourd'hui, il y a des attentats terroristes tous les jours en réalité, même plusieurs fois par jour en Europe. Alors souvent ils sont arrêtés, souvent ils ont des petites conséquences parce qu'il s'agit d'une personne qui en tue une autre avec un couteau, etc. Donc on voit que le terrain malheureusement est fertile pour cela, j'en ai déjà parlé de nombreuses fois, mais on risque de voir arriver, organisé ou pas, enfin par qui, on ne sait pas, voilà, des attentats peut-être plus grands, plus spectaculaires. On verra, c'est difficile à dire. Donc, restons ouverts. Moi, je ne peux que vous conseiller la chose, ce que je vous ai dit depuis le début, ce que j'écris dans mes livres, euh, c'est de vous préparer raisonnablement, sainement, sans paranoïa, sans stress, à prévoir ce qui peut arriver autour de vous, en fonction de où vous habitez, en fonction du type d'environnement qu'il y a autour de vous, et en fonction de ces paramètres, préparer pour vous, vos familles, etc., de quoi tenir le coup si la normalité change, surtout dans les compétences, dans les outils, et effectivement un petit peu de formation, de matériel, etc., que vous pouvez suivre. Il y en a plein en ligne. Je suis ravi de voir qu'à travers le monde et de plus en plus en Europe, il y a énormément de formations pour la permaculture, pour découvrir des nouveaux métiers liés à la terre. Il y a de plus en plus d'économies locales qui se créent avec des moyens d'échange locaux, des sels, etc. Et donc tout ceci euh, va dans le bon sens, va dans le sens de l'autonomie, va dans le sens de la résilience, va dans le sens de nous rendre plus forts. Lorsque je parle de force, c'est dans ce sens-là, c'est pas la force musculaire uniquement, c'est pas seulement la force mentale, bien qu'elle est très importante, mais c'est la force de la résilience, la force de l'autonomie, la force du lien social avec des gens qui sont sincèrement des gens qui vous veulent du bien et à qui vous voulez du bien. Mais évidemment, ça c'est trop compliqué pour les médias d'en parler. Alors justement, en ce qui me concerne, euh, je me rends compte que deux choses. La première chose, c'est que j'ai beaucoup à dire, mais que je le dis mieux par écrit, dans mes écrits qui ont beaucoup de succès. Je vous remercie d'ailleurs énormément pour le très grand succès de mon dernier livre, que j'ai coécrit avec Chris Millennium, donc NRBC, qui est en train de vendre en 3 mois plus que ce qu'avait vendu au début Survivre à l'effondrement économique. Et d'ailleurs, même les autres, Rue Barbare, Survivre en ville, marchent encore très très bien. Donc je vous remercie vraiment beaucoup pour votre travail, enfin, de me soutenir dans mon travail et de votre soutien en général. Récemment, il y a eu une petite polémique autour de moi en Suisse. Elle n'a pas beaucoup d'importance. Pour moi, ça a été clairement une machination des médias d'utiliser des mots, des phrases que j'ai utilisées hors contexte, qui sont de l'ordre de mes pensées personnelles et non pas dans mes compétences
pour éventuellement aider, en l'occurrence un politicien, à, à aider son canton à mieux se préparer. Celui-ci n'est pas au courant de mes pensées personnelles d'ailleurs. Donc on lui fait en ce moment un faux procès. Mais en attendant, on m'a utilisé, donc on m'a beaucoup médiatisé, sans me demander mon avis d'ailleurs. Un journal sur 200 a daigné, et encore c'est parce que j'avais rendez-vous avec eux, donc euh, m'a donné de quoi m'exprimer pendant une demi-heure. Et bien sûr, il y a un petit article qui est sorti, mais enfin bon, euh, le, la pression médiatique était grande. Alors moi, je la sens pas. Hein. Moi, je vous expliquerai d'ailleurs par écrit dans une préface d'un de mes prochains livres, comment je gère le stress et la pression de manière à ce qu'elle ne m'affecte pas. Donc ça, c'est très bien. Mais c'est vrai que ça me pose la question de la manière de communiquer. Est-ce que les réseaux sociaux, les vidéos sont bonnes pour communiquer? Parce qu'en fait, quand vous avez un public cible très petit, ce qui était mon cas il y a 4 ans, quand vous avez un groupe de 2 000 à 3 000 personnes qui vous suivent et qui lisent vos livres, vous pouvez communiquer avec des private jokes, donc c'est-à-dire de l'humour assez comment on appelle ça, intime, assez spécial en tout cas. Lorsque ce groupe commence, alors quand vous avez des millions de followers, vous faites comme Brad Pitt, Angelina Jolie, vous racontez des trucs sans intérêt. Vous dites ah ouais, vive la paix dans le monde. Et voilà, et tout le monde ah c'est bien. Mais on s'en fout. Ça n'a pas de sens. Alors, alors que quand vous êtes dans l'intermédiaire, j'ai 20, je sais plus combien de gens qui me suivent sur Facebook, peu importe, je sais pas, 20 000, 22 000, peu importe, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Plus de 100 000 personnes ont lu mon premier livre, donc je dois toucher, mes livres ont dû être lus par 300 ou 400 000 personnes, si on calcule que entre 3 et 4 personnes lisent un livre en général, parce que les gens se le prêtent, et je vous encourage à le faire, prêtez-les, offrez-les, piratez-les sur Internet, faites passer le message. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est efficace comme communication de continuer à faire des blagues intimes et un peu couillonnes parfois sur Internet? Est-ce que ça vaut la peine d'accepter de se faire interviewer par tout le monde, fût-il sympathique? Est-ce qu'il faut... et personnellement, moi, ça me gonfle de gérer ma com. C'est-à-dire, je suis pas là pour moi, je suis pas là pour créer un personnage. Alors certes, on a tous peut-être un ego, et je dois me poser la question si finalement j'ai pas fait un acte manqué en lâchant quelques phrases un peu qui sont en plus reprises hors contexte, mais qui étaient des traits d'humour, qui étaient un peu de la provocation. Un petit peu, pas tout, hein, il y a des choses que j'assume complètement. Je vois que en plus certaines, après, quand on touche un certain nombre de gens, après on touche aussi les abrutis, parce qu'on touche la courbe de Gauss de la population, et donc on touche aussi les couillons. Alors je vois qu'il y a des gens qui ont repris ma vidéo et qui essaient de la commenter, ils sont nuls. En plus c'est nul ceux qui racontent. Alors évidemment, ils sont nuls, mais ils sont suivis par des nuls. Donc forcément, au bout d'un moment, ça fait de la polémique pour rien, parce que ça fait pas avancer le message de la résilience. Parce que les gens disent, ah qu'est-ce que tu penses de Pierrot? On s'en fout de ce qu'on pense de Pierrot. Ce qui est important, c'est est-ce que vous êtes, oui ou non, prêt à des éventuels risques qui, à mon avis, et ça on peut discuter, ça vous pouvez très bien dire, je ne suis pas d'accord que les risques soient aussi grands que Pirot le pense. Oui, mais ça c'est votre avis et vous avez parfaitement le droit de toute façon vous avez le droit de faire ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais polémiquer ce genre, ah, il a dit ça, il a dit ceci, et l'autre dit non, c'est pas vrai, il pense pas ça sur les handicapés parce qu'il est membre de la société. Oui, mais toute cette polémique ne sert à rien. Mais je sais que ça fait partie des réseaux sociaux, ça fait partie d'Internet, ça vient avec l'anonymat, il y a énormément de gens qui viennent... J'ai toute une série de vidéos où j'explique pourquoi je suis gros et pourquoi je suis en train de perdre du poids et comment je fais pour être en forme. Et il y a des gens qui se moquent de moi comme ça. Mais ça ne me touche pas, j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, si j'en avais à foutre, je ne ferais pas cette série de vidéos. Il y a toute une série que j'appelle Gros. Et j'aurais un livre sûrement, peut-être, si j'arrive à avoir la crédibilité personnelle pour moi de l'écrire. Et évidemment que ça ne me touche pas, j'en ai rien à foutre. Mais je remarque que ces gens ne me le disent pas en face, parce qu'évidemment, quand ils arrivent en face, ils voient que oui, j'ai des kilos en trop, mais j'ai beaucoup de muscles en trop aussi. Et donc forcément, ils prennent le risque de se retrouver comme en France, où il y a eu une sorte de court pugilat entre un résistant, réinformateur et grand intellectuel français, hein, Alain Soral,
qui m'a soutenu d'ailleurs, donc je le remercie, et qui a toujours mon respect, bien sûr. Et le jeune Conversano qui était venu m'interviewer, qui est au demeurant fort sympathique, et d'ailleurs comme avec Soral, avec lequel je partage un certain nombre d'idées, mais pas toutes. Euh, et c'est mon droit le plus strict de penser ce que je veux. Pour l'instant, nous n'avons pas encore la police politique. Enfin, si, nous avons la police politique, mais elle ne peut pas encore venir vous arrêter à 3 heures du matin. Elle peut juste essayer de vous salir dans les médias. Mais encore une fois, ça ne me touche pas. Donc, je me rends compte qu'il y a de la polémique juste pour la polémique. Et ça n'aide pas à passer le message. Donc, je vais réduire tout d'abord ma présence sur les réseaux sociaux. Donc, je vais garder un compte Facebook. Je vous encourage à continuer à y aller, même vous abonner, parce que comme je communiquerai de moins en moins, les communications seront importantes. Entre ces communications importantes, donc ce sera important pour vous peut-être de savoir un petit peu ce qui se passe. Donc, s'il y a des alertes, je donnerai des alertes. Vous savez que j'ai donné des alertes il y a quelques années qui ont été assez bien senties, hein, qui ont été pas mal. Autrement, sur ce compte Facebook, j'ai demandé à des amis, à qui j'ai donné le code d'accès, de mettre régulièrement des articles que, en groupe, on pense qu'ils sont pas mal. Donc je vais envoyer des informations. Donc restez connectés dessus. En revanche, ça ne sert à rien de commenter. J'y serai vraiment pas. J'y serai pas souvent. Peut-être que je serai sur Facebook une fois par semaine, peut-être une fois par mois. Et j'aurai pas le temps. D'ailleurs, je ne lis plus les messages sur Facebook. Si vous avez des messages importants, envoyez-les sur mon email, sur mon courriel. Peut-être j'y répondrai. Et encore, c'est pas sûr parce que j'ai mis des filtres. J'ai plus le temps. Parce que je me rends compte que je dois me concentrer sur l'écrit, car l'écrit, c'est ce qui touche le plus les gens, et c'est ce qui me permet aussi d'être plus fin dans la manière de s'exprimer. Parce que vous savez, le problème, par exemple, quand vous expliquez, et surtout dans des sujets sensibles aujourd'hui, quand vous expliquez, par exemple, la courbe de distribution du quotient intellectuel, les gens qui écoutent cela, alors il y a les gens très intelligents et qui comprennent et qui ont ou même qui ont simplement de l'humilité et qui vont s'informer. Ils comprennent que quand on parle de quotient intellectuel, on ne parle pas d'intelligence. On parle d'une certaine manière de mesurer l'intelligence qui n'est pas toute l'intelligence, par exemple. Et que c'est une réalité que cette distribution moyenne de quotient intellectuel, par exemple, n'est pas la même d'un continent à un autre. Et moi, j'utilise peu le terme race parce qu'il est biologiquement incorrect, mais on parle de population en génétique. Et que donc, c'est une discussion complexe qui mériterait des heures de discussion, qui existent d'ailleurs dans des livres extrêmement bien faits, qui sont très clairs, et qui ne sont pas du tout dans l'approche suprémaciste. Je ne l'ai pas. Je ne pense qu'il n'y a aucune personne supérieure à des autres en général. Nous pouvons être supérieurs dans un domaine particulier de manière empirique, de manière évidente. Mais quand on parle de moyenne de population, ça n'a pas de sens de parler de supériorité. On parle de compétences, on parle de capacité. Certaines populations ont en moyenne des gens qui courent plus vite, ou avec plus d'endurance, ou qui nagent mieux, ou qui sont plus aptes à la compréhension de la géométrie descriptive dans l'espace, etc., etc. Et donc, dans des domaines particuliers, il y a des aptitudes qui, en moyenne, sont meilleures dans un groupe qu'un autre. Qu'est-ce que ça signifie dans la réalité? Ça signifie que lorsque l'on discute avec les individus, on travaille avec un individu. Et donc, la moyenne de la population dont il provient, elle est éventuellement indicative, mais ça ne change rien en fait de l'individu, puisque vous ne pouvez pas savoir juste en le voyant, quoique ça se voit vite en regardant le regard, mais enfin, a priori, dans une moyenne, vous ne savez pas où est la personne, donc vous devez toujours discuter avec les gens en fonction de l'individu. Bien sûr. Et après, vous discriminez, évidemment, tout le temps, parce que vous discriminez sur des éléments empiriques. Si le type vient si un type vient à un entretien d'embauche pour travailler dans une banque et il est plein de piercings dans tous les sens, il passera pas. De la même manière que s'il vient en djellaba salafiste, ça passera pas, parce que voilà, on est dans un monde qui ne veut pas ce genre de personnes. Alors ce n'est pas une discrimination politiquement incorrecte, c'est juste de la discrimination de l'embaucheur, etc. Bref, quand vous parlez de ce genre de choses, et c'est un exemple parmi des centaines, parce que moi, mon créneau, c'est pas le quotient intellectuel, c'est vraiment les stratégies de survie.
Les gens ne comprennent pas. Soit parce qu'ils n'ont pas le niveau, soit parce que, et ça c'est mea culpa, soit parce que parfois on est obligé de résumer, je sais pas, 50 heures de raisonnement plus 3 mois de lecture de livres, de 20-30 livres, résumés en une phrase, et parfois un peu provocante, certes. Mais après, les gens, surtout sur les réseaux sociaux, où n'importe quel abruti a accès à Internet de nos jours, euh, eh bien, ne comprennent pas, s'énervent, et sont haineux, et là-dessus, il y a peut-être des abrutis qui ensuite vont aller faire des conneries. Et j'ai toujours appelé à la retenue et à la non-violence. Il y a un moment pour tout dans la vie, mais il y a des moments pour être non-violent. Il y a des moments pour être dans la retenue, de ne pas aller chercher la merde. Parce que souvent, on la trouve. Récemment, Michel Drac a mis une vidéo très intéressante, et je trouve que c'est tout à fait juste. Ne soyez pas ceux qui touillent la merde. Le problème, c'est que si vous êtes intelligent et sage, vous pouvez le savoir, vous pouvez le comprendre, et c'est un travail que je suis en train de faire sur moi-même là. Mais si vous êtes un peu impulsif et en plus abruti, et je vous assure qu'il y en a beaucoup des comme ça, eh bien, vous allez aller faire des conneries et vous allez en pâtir. Et c'est pas ça que je vous explique. Je vous explique de travailler être résilient. Être résilient, c'est pas être un kamikaze. Ça vaut pour moi aussi, d'ailleurs. Être autonome, ça ne veut pas dire aller passer votre temps sur Internet. Donc je vais me retirer un petit peu, pas complètement, mais en tout cas sérieusement de ces réseaux sociaux, qui en plus sont de plus en plus politiquement corrects et contrôlés. D'ailleurs, je vous encourage à ouvrir un compte sur vk.com, qui est le Facebook russe, dans lequel j'ai un compte également. Connectez-vous là-bas avec moi. Je ne communique pas là-dessus non plus, mais le jour où éventuellement Facebook décide d'éliminer tous les gens qu'ils n'aiment pas, enfin que leurs propriétaires n'aiment pas, allez voir qui sont les actionnaires de Facebook, c'est intéressant. Et bien à ce moment-là, on peut éventuellement continuer à discuter ailleurs. Mais encore une fois, c'est pas très important. De la même manière, les vidéos de YouTube, j'en ferai pratiquement plus. J'en ai une qui va sortir là fin de cette année pour toujours justement sur Gros. Peut-être j'en ferai d'autres cette année, mais très très peu, peut-être 3 ou 4 sur l'année. Euh, Parce que finalement, je partage beaucoup de choses, notamment des interviews de gens qui sont intéressants, et j'ai toujours souhaité les partager avec vous. Or, ces interviews, elles me servent pour des futurs livres. Donc en fait, moi, je n'y gagne rien à partager ces vidéos. En plus, je ne gagne rien sur Facebook. Je ne touche pas d'argent de YouTube et ces choses-là. Il n'y a pas de monétisation. Vous savez, j'ai quitté un job, enfin un poste où j'étais à 20 000 balles par mois pour faire des livres qui me rapportent peut-être 20 000 ou 30 000 balles par an. Donc vous voyez le ratio. Alors les gens qui disent tu fais ça pour de l'argent, mais évidemment que de temps en temps on aide. Par exemple les sacs à dos de Prenons le Maquis. C'est pas pour les 1000 balles que ça m'a rapporté que je le fais. Je le fais parce qu'on a un jeune qui a voulu lancer une entreprise et qu'il faut aider les jeunes qui se lancent en entreprise. Donc évidemment qu'on les aide. Et évidemment que les produits, par rapport à la cible en l'occurrence, sont bons. Évidemment que j'aide nos amis de berkeywater.eu en Belgique. Ils sont les premiers revendeurs en Europe des filtres extraordinaires Berkeywater. C'est génial. Donc évidemment que je leur donne un coup de main. Qu'est-ce que je gagne en échange? En tout cas, on m'a pas payé, j'ai rien demandé. Alors, ils ont été très gentils de me donner deux filtres, deux petits filtres, et je les remercie. Mais ceux qui me connaissent savent que je ne vais pas quémander. Mais quand bien même je travaillerai pour l'argent, il n'y a que en France, c'est le seul pays du monde où visiblement gagner de l'argent c'est mal. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous allez crever en tant qu'économie. C'est que vous êtes malade. Et donc, fonctionnaire assisté. Donc, bon, j'ai fait une vidéo de 3 heures sur la France. Donc voilà, typiquement, c'est ce genre de phrase qui fait des polémiques, etc. Donc vous comprenez. Donc je vais euh, me retirer un petit peu. Alors, ça n'exclut pas que je ferai de la promo. Je suis en train de travailler sur un livre, justement. Probablement, il sortira à la rentrée, fin de l'année. On verra. J'en ai d'autres en cours. Je bosse sur 6 livres simultanément en ce moment. Alors, je vais voir la priorité, lesquels sont les plus importants pour moi, pour vous, à sortir. Mais en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est à vous de faire le travail. C'est à vous de prendre vos responsabilités, et c'est mon message pour vous en 2017. C'est-à-dire que, comme disait De Villiers en France, il faut que des lucioles soient prêtes à s'allumer dans la nuit. La nuit arrive. La nuit dans le moral, elle est là. La nuit euh, économique, elle est en train d'arriver. Et il faut que vous soyez des lucioles. Donc ça,
vous vous y préparez. Les idées de base autonome durable, toutes ces idées d'autonomie que plein de gens commencent à pousser à travers des livres et à travers des discussions et, euh, et bien sûr aussi les réseaux sociaux qui ont leur utilité. Mais enfin, c'est à vous de le faire. Donc moi, je vous encourage à faire le boulot. Soyez les Antigones, soyez les roses blanches de, de 2017. Chacun d'entre vous, commencez peut-être par... enfin, faites ce que vous voulez d'abord et réfléchissez par vous-même. Vous savez que c'est les deux choses que je vous dis depuis le début. Toujours. Mais enfin, vous pouvez peut-être prendre certaines de mes anciennes vidéos et les partager. Si déjà chacun d'entre vous fait ça une fois, ça permet de faire le message. Donc choisissez celles qui sont les plus pertinentes en fonction de vos amis et celles qui... Alors évidemment, si vous avez amis de gauche, si vous avez des amis de gauche, il va falloir chercher longtemps dans mes vidéos pour... peut-être mettez celle du potager, ça, c'est un truc assez neutre. Euh, et les partager. Ensuite, peut-être, alors ça, c'est évidemment, c'est intéressé, mais allez offrir mes livres pour Noël, à des amis. C'est un investissement de 20 euros, mais ça permet aussi de tester les amis. Surtout des gens qui peut-être sont encore dans le système et qui n'ont peut-être pas pris la pilule rouge, vous leur dites, qu'est-ce que tu... Tiens, je t'offre ce livre, dis-moi ce que tu en penses. Et peut-être qu'il va te dire, je connais déjà, peut-être qu'il va te dire, ah ouais, c'est pas mal, ou peut-être qu'il va dire, non, mais ça n'arrivera pas, c'est pas grave. Mais au moins, vous avez tenté, et puis surtout, vous ne vous êtes pas exposé. Et puis, si vous voulez vous exposer un peu, pourquoi pas, c'est à votre tour. Créez vos chaînes YouTube, créez vos trucs. Lancez-vous, écrivez des livres, partagez, faites des fanzines. Il n'y a pas encore de fanzines sur moi, ça va. Mais passez des infos, passez autour de vous les infos pour que les gens essayent de comprendre. Plus nous serons nombreux et il y a une dynamique réelle qui est mise en place. Alors visiblement avec les gouvernements ça marche pas parce que dès qu'on parle d'autonomie, résilience, on va tout de suite aller vous inventer des trucs extrême droite. Et alors, quand bien même ce serait vrai que l'on soit d'extrême droite, et alors, il y a bien de gens il y a bien de gens de gauche au pouvoir. Ils sont pires, ce sont des génocidaires, ce sont des horribles personnages. Mais eux, on leur dit rien parce que les médias sont incoquinés avec et appartiennent idéologiquement et surtout financièrement aux mêmes structures de pouvoir. Donc forcément, ça va être comme ça. Donc pourquoi pas lancez-vous. Alors je dis faites attention et faites ce que vous voulez, mais ça peut être une bonne idée. Imaginez que chacun d'entre vous en 2017 en parle à 10 personnes. Ça fait du monde. Donc pourquoi pas ce genre d'approche. Donc moi, je vous souhaite, avant de vous laisser avec la petite surprise que je vous ai préparée, euh, moi, je vous souhaite de tout mon cœur et très sincèrement le meilleur à titre personnel et individuel à vous et à vos familles. Préparez-vous, bien sûr, mais prenez le temps également d'aimer les gens que vous aimez, de vous laisser être aimé par les gens qui vous aiment, au sens métaphorique, mais aussi littéral. Euh, Vous êtes entourés, nous sommes tous entourés de beaucoup de gens bienveillants et nous sommes aussi bienveillants envers beaucoup de gens. Et de ne pas se laisser entacher par la polémique, la haine qu'il y a dans les médias, sur Internet parfois, etc. Et au contraire de travailler, de ne pas perdre de vision. Alors, vous savez, je ne suis pas un gourou, je n'ai pas une vision messianique, je ne vous dis pas c'est la fin du monde en 2022, en 2025. Non, simplement, il y a une route, un mécanisme qui se met en place qui est de plus en plus difficile. Donc, ne pas perdre de vue ce pourquoi vous vous préparez. Ce qui est une perte de la normalité temporaire, longue, immédiate ou dans le futur. C'est très vaste. Mais enfin, ne pas perdre de vue que c'est un travail d'amour. C'est un travail d'amour pour vous d'abord, pour les gens autour de vous, pour les vôtres, pour vos peuples. Oui, je suis de plus en plus sensible à l'idée que nous faisons partie, nous autres Européens, d'un peuple, certes avec beaucoup d'abrutis en ce moment, mais enfin un peuple qui a été grand, et peut-être le redeviendra encore si nous travaillons correctement là-dessus. Il y a d'autres peuples que je respecte, il y a les peuples africains, asiatiques, enfin, il y en a plein, mais ce ne sont pas les miens. Le mien, c'est le peuple européen. Voilà, ça d'ailleurs, personne ne m'a fait chier là-dessus, hein, mais très bien, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait défendable. Ce n'est pas la haine des autres, c'est l'amour des siens. Voilà, et j'ai beaucoup d'affection et d'estime pour les autres peuples, mais
les nôtres d'abord. C'est tout. Donc, voilà, ça me permet de faire la transition. J'ai une petite interview avec quelqu'un que j'ai interviewé précédemment, que j'ai rencontré une fois aux États-Unis, qui a été d'une amabilité extraordinaire, qui est un gentleman, qui lui aussi a eu des soucis médiatiques, parce qu'évidemment, quand on est. C'est un identitaire américain, donc un identitaire blanc américain. Mais quand vous dites ça, vous pensez tout de suite suprémaciste. Pas du tout. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui veut le mal des autres, qui veut les dominer. Ça, il y a très peu de peuples suprémacistes, hein. Il y en a, mais il y en a peu. Et c'est des idéologies qui n'ont plus de lieu d'être, parce qu'effectivement, et là les chantres du politiquement correct, quelque part, ont un petit peu raison. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de supériorité absolue. euh, il y a le droit. Il y a le droit et la volonté de vivre dans un territoire où nous sommes protégés. L'Europe pourrait être un territoire pour les Européens, tel que l'Afrique pourrait être un territoire pour les Africains. Je suis d'accord, bien sûr. Et, mais ce n'est pas être suprématiste, ça ne veut pas dire qu'il faut chasser tout le monde, ça ne veut pas dire qu'il faut dominer, ça ne veut pas dire qu'on met les autres en esclavage, etc. Tout ça, ce sont des balivernes, ce sont des fantasmes. Alors peut-être qu'il y a des gens qui le pensent, mais c'est rarissime, j'en ai personnellement jamais rencontré. Et quand j'en rencontre, je leur explique qu'à mon avis, ils se trompent. Voilà. Donc, je vous laisse avec cette interview de Jared Taylor. Et quant à moi, je vous souhaite encore un excellent 2017, plein de bonheur, d'amour, de prospérité et de préparation. À bientôt. Jared Taylor, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir à nouveau avec nous, et c'est aujourd'hui en français. Oh, c'est un grand honneur pour moi. Merci beaucoup. Merci. Alors, cela fait aujourd'hui, nous sommes le 16 décembre, cela fait un mois, un peu plus d'un mois que Donald Trump est le president-elect, donc a été élu pour l'investiture à la Maison-Blanche, et il reste encore un mois à peu près avant qu'il prenne ses fonctions. Comment est l'ambiance aux États-Unis par rapport à cela, et comment se prépare le pays à cette nouvelle présidence? Pour les gens comme moi, qui ont voté pour Donald Trump, qui n'attendaient pas quand même qu'il gagne, le spectacle de la gauche américaine en pleine agonie, c'est un spectacle que je trouve extrêmement agréable, il faut le dire. Les gens de la gauche ont considéré Donald Trump comme un fasciste, une menace à la démocratie, un raciste, xénophobe, etc., etc. Et ils absolument croyaient pas que ça serait possible que les États-Unis élisent un tel personnage. Alors, les résultats, on a vu sur la télévision les gens qui ont voté pour Hillary Clinton en train de pleurer, de se donner des câlins pour se conforter. C'était pour eux une catastrophe inimaginable. Et normalement, je ne prends pas plaisir quand les gens ont des réactions mauvaises, mais il faut dire, j'ai trouvé un certain plaisir dans ce spectacle, excusez-moi. Mais une fois aux États-Unis que quelqu'un a du pouvoir, les gens se rendent compte et les gens commencent à comprendre qu'il faut traiter avec ce personnage. Et donc, il y avait même quelqu'un comme Mitt Romney, qui était un candidat au présidentiel il y a 4 ans, qui a vivement critiqué Donald Trump. Mais une fois qu'il est élu, alors il est venu, ils ont parlé de la possibilité que Mitt Romney devienne secrétaire d'État. C'est normal d'un certain point de vue. Avant que quelqu'un soit élu, les gens le traitent comme vraiment un insecte. Mais une fois élu, c'est une personne qui va avoir le pouvoir. Donc il faut prendre au sérieux. Et donc il y a un certain réalignement, même des critiques les plus féroces à l'égard de Donald Trump. Et à vrai dire, lui aussi, je crois qu'il va faire certains compromis. Aux élections, pendant sa campagne, il avait promis de renvoyer chez eux tous les immigrants clandestins, absolument tout. Maintenant, il dit que ceux qui ont été amenés en tant qu'enfants, c'est pas leur faute, ils sont vécus aux États-Unis, ils connaissent pas leur pays d'origine, ça serait quand même cruel de les renvoyer. Alors ça, il a reculé.
Et en ce qui concerne fabriquer un mur à la frontière du sud des États-Unis, il a dit ben, peut-être ça sera pas tout à fait nécessaire pendant toute la frontière. Il commence à reculer. Mais ça, quand même, c'est normal. Tous les hommes politiques reculent. Ils ne tiennent pas toutes leurs promesses. Tout de même, je crois qu'il a toujours de très bons instincts à l'égard de ce qu'il faut faire pour maintenir un pays qui est quand même européen sur le continent de l'Amérique du Nord. Je crois qu'il n'est pas d'instinct quelqu'un qui parle, qui pense en termes de la démographie, des proportions blanc, non blanc en Amérique. Pour moi, ça c'est quelque chose d'essentiel. Je suis identitaire, je crois qu'ils sont pour garder le caractère européen de mon pays. Mais l'effet de ces politiques, ça va diminuer la rapidité de ce grand remplacement qui se produit ici en Amérique, comme on a déjà remarqué en Europe. Du côté de les nominations de son futur cabinet, il y a eu beaucoup de spéculations. Aujourd'hui, ça commence à se clarifier. Quelle est la ligne qui est en train de prendre corps? Oui, comme ce qu'on appelle attorney général, c'est celui qui s'occupe je ne sais pas ce qu'on dirait en français, mais il s'occupe, c'est le ministre de l'Intérieur, on dirait, en Europe. Lui, c'est un type extrêmement solide. Il comprend que pour avoir un pays souverain, il faut quand même garder les frontières, il faut avoir un certain contrôle sur les gens qui viennent et sur les gens qui sortent. Point de vue immigration, c'est un choix extrêmement solide. Je crois qu'il n'aurait pas pu choisir mieux que Jeff Sessions. C'est un sénateur qui, depuis longtemps, a travaillé pour contrôler l'immigration clandestine et aussi même diminuer l'immigration légale. Aussi, en ce qui concerne ses conseillers, il y a un conseiller qui s'appelle Steve Bannon. Il a fait un grand bruit parce qu'il avait dit une fois que son site internet Breitbart était une plateforme pour ce qu'on appelle l'alternative right, le alt-right. Je crois qu'il a dit ça parce qu'il n'a pas tout à fait compris ce que voulait dire alt-right, mais tout de même, lui aussi, c'est un type qui comprend que l'immigration, c'est une question fondamentale pour les États-Unis. À part ça, secrétaire d'État, Sir Rex Tillerson, pour moi, c'est un très bon choix. Je crois que cette situation de tension avec les Russes, c'est artificiel. Il faut reconnaître que les Russes ont certains intérêts dans leur région. Et les provoquer, on a fait une expansion de l'OTAN jusqu'à la frontière de la Russie. Je crois que c'était un acte très agressif. Et je me souviens très bien en 1989 quand le mur de Berlin est tombé et ensuite très peu après le pacte de Varsovie a été dissolu. Moi j'étais tellement naïf, j'ai dit ah bon très bien maintenant on peut dissoudre l'OTAN. Mais non, on l'a fait étendre jusqu'aux frontières. Je crois que c'est quand même pourquoi on ne peut pas comprendre. C'est un acte d'agression à l'égard des Russes. Enfin, Tillerson, il a eu des affaires avec les Russes en tant que chef de compagnie pétrolière de Exxon. Et je crois qu'il ne sera pas le dupe des Russes, mais je crois qu'il va pouvoir avoir une entente avec eux qui sera très très fructueuse. À part ça, oui, point de vue ministre de Défense, James Mattis, c'est un ancien général, et je crois que d'un certain point de vue, les généraux, ils comprennent que la guerre, ça tue des gens. Parfois, c'est mieux que les civils. Les civils ont une compréhension un peu abstraite. Ouais. On voit les troupes en uniforme, on a des vidéos qui sortent des avions, etc. C'est héroïque. Mais les gens qui ont vraiment fait la guerre, ils comprennent que c'est quelque chose de vraiment horrible et terrible. Et je crois que c'est général Mattis. Il sera contre ce genre d'intervention à l'extérieur. Nous avons fait quand même une guerre d'agression contre l'Irak. Et peut-être vous vous en souvenez, à Nuremberg, pendant les procès, un des crimes des nazis, c'était d'avoir commis des guerres d'agression. Ouais. On a pendu les gens pour cette crime-là.
Et je crois que s'il n'y a jamais eu une guerre d'agression pendant le XXe siècle, notre agression contre l'Irak, c'est une agression non provoquée, absolument. Mhm. C'est un pays qui ne nous menaçait pas du tout. On- Aussi, ce comme le qu'on a fait. Vietnam il y a 40 ans, Oui, ou oui. 50 ans, c'est vrai. Oui, et aussi ce qu'on a fait en Libye, on a déstabilisé l'Afghanistan, et je crois que c'est Oui. à cause de toutes nos interventions à l'extérieur que maintenant on a l'État islamique. Euh, je crois que une administration Trump sera bien moins interventionniste. Et Mhm. je crois que Tillerson et Mattis seront absolument d'accord de ce point de vue-là. Très bien. Mais généralement, l'économie, parce qu'en fait, il y a deux éléments qu'un président ne maîtrise pas, c'est au fond l'économie, et puis c'est la Chambre des représentants, le Congrès, le Sénat. Cet aspect-là et l'économie, comment vont-ils aller ces prochains mois avec l'investiture? Quelle va être l'influence à votre avis? Pour la première fois depuis 6 ans, maintenant, les deux branches de la législation, le House of Representatives et aussi le Sénat, et la présidence, les trois aspects les plus importants, sont dominés par les républicains. Pour cette raison-là, au dépit du fait que Donald Trump a été élu par un électorat minoritaire, Mhm, ça c'est grâce à ce système curieux de mhm, collège électoral aux États-Unis, avec la coopération du Congrès, il est possible qu'il va pouvoir faire beaucoup de choses. Mais, point de vue économique, peut-être vous vous souvenez, au début, au moment où on a cru que président Trump allait gagner, les bourses ont chuté. Mais maintenant, ils sont remontés. Et maintenant, en Amérique, les titres de valeur sont vraiment à leur valeur maximale, historique. Et les marchés ont conclu que Donald Trump, il sera quand même une bonne chose pour l'économie. On ne sait pas. Moi, je ne suis pas économiste, je ne peux pas faire des pronostics avec beaucoup de confiance, mais jusqu'ici, si on juge des réactions des marchés, alors des bourses, on peut s'attendre à quelque chose de plus ou moins bien. mhm. Il y a peut-être pour terminer, vous connaissez bien l'Europe. L'impact de cette administration Trump sur les politiques de l'Union européenne et des différentes élections qui auront lieu cette année en Europe, ou même des politiques qui vont même être mises en place, comment vous la voyez, cette influence? Je crois que cette influence va dépendre beaucoup de ce qu'il fait une fois il est en vigueur. Je crois qu'il y a une possibilité qu'ils prennent des décisions qui sont raisonnables, qui ont de bons résultats. À ce moment-là, je crois que le fait d'avoir élu un homme politique que les Européens considéreraient comme l'extrême droite, ce qui n'est pas Mhm, le cas, mais c'est ce qu'on dit en français, tous les gens qui sont plutôt nationalistes, mhm, on les appelle l'extrême droite. Même si, comme Donald Trump, ils ont une tendance un peu socialisante, il n'est pas pour un gouvernement minime, il aime bien les subventions sociales, il n'est pas extrême droite, mhm. mais il est nationaliste. Et pour cette raison-là, on le traite comme extrême droite. Si si ces politiques ont l'air efficaces, s'il est quelqu'un de raisonnable, je crois que ça va donner un grand coup de pouce à ce qu'on appelle l'extrême droite, la droite nationaliste en Europe. Au moins, je l'espère. Et je sais très bien que tous les identitaires en Europe étaient très très contents de la victoire de Donald Trump. Et j'espère que ça va encourager les électeurs dans les pays européens pour aussi élire des dirigeants nationalistes. Merci beaucoup pour cette analyse. Nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler dans quelques mois ou certainement en 2017. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une excellente année 2017. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.